Merci vraiment d'être venu ce matin. On avait déjà un thème intéressant avec le PLFSS hier, avec Yannick Neuder, mais aujourd'hui, au moins, on aura une vision qui sera très certainement beaucoup plus positive que celle du PLFSS et des contraintes et des coups de rabot. Et si tout le monde s'interroge sur le modèle danois, il est encore, pour un certain nombre d'entre nous, assez mal connu, même s'il présente beaucoup de points de similitude avec le système français tel qu'on pourrait le faire évoluer. Et c'est pour ça que l'Alliance franco-danoise en particulier, on a décidé de faire ce Café Nil autour de cette alliance qui regroupe 5 entreprises et l'ambassade du Danemark pour expliquer mieux ce qu'est le modèle danois et voir comment on peut l'appliquer au système français qui a bien besoin qu'on lui injecte des idées nouvelles et des innovations. Alors j'ai le plaisir d'accueillir, bien entendu, son Excellence Anne Fugel-Esquière, qui est ambassadrice du Danemark, Magali Corbet, pardon, qui est la directrice générale de Coloplast, et Étienne Tichy, qui est le directeur général de Novo Nordisk. Voilà. Madame l'ambassadrice, chère Anne, je vous passe la parole tout de suite pour que vous puissiez nous parler du système et des transformations qui ont eu lieu justement au Danemark autour de ce système de santé. Merci beaucoup Olivier et tout le monde qui sont avec nous ce matin et pour cette introduction. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin et vous présenter notre système de santé du Danemark ainsi que l'Alliance franco-danoise de santé qui vous présente ses travaux aujourd'hui aussi. Et en fait, même si on est peut-être mal connu, le Danemark et la France ont une histoire de coopération bilatérale dans le domaine de la santé depuis 2019, où nos deux ministres ont signé la première déclaration d'intention qu'ils ont renouvelée en fait l'année dernière. Alors, nous sommes mutuellement engagés à échanger sur nos systèmes de santé pour les rendre plus résilients, cohérents et efficients et ainsi soutenir la transformation. Alors, je pense que ce Café Nil s'inscrit parfaitement dans cet engagement entre nos deux pays et dans notre effort vraiment d'essayer de faire les changements ensemble. Et au Danemark, le système de santé actuel est issu de réformes et de collaboration. Il y a une volonté, je sens, et une acceptation que pour traiter de problèmes complexes, il faut aussi inclure tous les acteurs et se préparer au changement. Et on a en fait commencé au milieu des années 2000 avec notre première réforme et notre secteur de santé était en crise. Et c'est pour cela qu'on a vraiment essayé de trouver des nouveaux moyens. Les départements et les communes géraient un grand nombre d'établissements de soins, mais les listes d'attente pour les traitements s'allongeaient quand même et les parcours de soins étaient incohérents. Notre réponse à cette première crise a été une réforme territoriale importante pour obtenir une meilleure organisation. Et désormais, les régions gèrent les hôpitaux publics et les médecins généralistes, tandis que les municipalités s'occupent de la prévention et des parcours pré- et post-hospitaliers. Cette réforme a permis aux régions d'optimiser le fonctionnement des hôpitaux grâce à une mise en commun de leurs ressources. Et 2 tiers entre eux ont été fermés. Ainsi, en 20 ans, le Danemark est passé de 128 structures hospitalières à une quarantaine aujourd'hui. Alors, c'est un grand changement au niveau de notre organisation. Cela a fortement changé le rôle des acteurs de la santé ainsi que leur interdépendance. La nouvelle organisation met la base pour un système de santé cohérent avec les parcours patients coordonnés et elle permet tout d'abord de faire un virage vers l'ambulatoire. Entre 2010 et 2020, on a fait ce changement.
Alors, quels sont ces changements de rôle entre nos acteurs principaux? Tout d'abord, un rôle majeur est attribué au médecin généraliste qui est au plus près du patient. Le parcours du patient doit nécessairement commencer et pouvoir être suivi par le médecin généraliste. Il a un rôle clé dans le système, car il fait les renvois auprès des spécialistes, l'hôpital ou les urgences qui ne sont pas accessibles autrement. Il va également prendre en charge les patients souffrant de maladies chroniques. Aujourd'hui, ce sont 60% des malades chroniques qui sont suivis et traités par leur médecin traitant au lieu de parcours et ambulatoire à l'hôpital. Deuxièmement, le rôle spécialisé de l'hôpital, en même temps que la fermeture de grand nombre d'entre eux, un programme de construction de 16 super hôpitaux est mis en place. Des hôpitaux à pointe de la technologie et qui correspondent aux normes de confort de notre temps, ainsi qu'aux normes environnementales qui est aussi très important dans cette transformation verte dans nos hôpitaux. Désormais, l'hôpital maintenant réservé pour les interventions spécialisées et pour les patients les plus graves. Les soins pré- et post-hospitaliers sont plutôt livrés par les communes. Ainsi, nous voyons un véritable virage ambulatoire s'effectuer entre 2007 et 2020, avec une durée moyenne de séjour aujourd'hui autour de 3 jours et demi seulement, et une augmentation de 50% de l'activité ambulatoire. Finalement, nous voyons un nouveau rôle très important pour les communes. Ce sont elles qui vont prendre en charge les patients dès leur retour de l'hôpital, par les biais de l'infirmière municipale, ainsi que des services sociaux nécessaires tels que la livraison des repas. Toutefois, l'hôpital reste responsable pour le patient jusqu'à 72 heures après sa sortie de l'hôpital. Une coordination importante est donc nécessaire. En effet, une coordination parmi tous les acteurs est nécessaire et le fait que les compétences de santé sont partagées entre les régions et les communes nécessite un important échange de données en temps réel sur les patients et leur traitement. Pas à pas, cette transformation digitale s'est réalisée. Elle a su connecter tous les acteurs impliqués pour rassembler digitalement et rendre interopérables toutes les données et les systèmes. Aujourd'hui, quasiment 100% du système de santé danois est digital. Tous nos patients ont accès à leurs données de santé et peuvent donner accès aux professionnels soignants et éventuellement à leurs proches. C'est tout le parcours de soins qui est fortement facilité par les solutions digitales. Et les citoyens ont confiance dans ces solutions. Et moi, je pense que ça, c'est un atout majeur dans notre réforme. Tout cela semble bien fonctionner. Mais pourtant, depuis quelques années, nous nous retrouvons, tout comme la France, face aux défis démographiques et le manque de professionnels de santé. Il manque des médecins et l'accès à la santé et aux soins peuvent varier beaucoup d'une commune à l'autre. Et avec une augmentation des besoins, il y a également une demande encore de plus de cohérence dans les parcours de soins, notamment à la proximité du citoyen. Face à ce défi partagé avec la France, le gouvernement a consulté, comme son habitude, tous les acteurs dans le secteur industriel et les associations de patients. Désolée, c'est un peu tôt le matin. Et il a mis en place plusieurs groupes de réflexion sur la résilience en santé, sur la structure du système de santé et sur le secteur sciences de la vie, englobant également nos collaborations dans les cadres internationaux tels que l'Union européenne ou les stratégies
One Health de l'ONU et de l'OMS. Les résultats sont d'un côté une proposition pour une nouvelle réforme de la santé et l'idée est de réduire le nombre de régions de 5 à 4 et à l'établissement de 16 conseils de la santé, c'est-à-dire des organes politiques qui seront constitués d'élus des communes et des régions. Un focus serait mis sur le virage vers le domiciliaire, comprenant l'hospitalisation et le traitement à domicile de préférence, notamment pour gérer les maladies chroniques. De l'autre côté, une nouvelle stratégie pour les secteurs de la santé au Danemark, on l'appelle stratégique science de la vie, qui aligne les mesures dans les 4 domaines. La première, pour soutenir le développement d'entreprises de santé, par exemple pour développer des solutions digitales nécessaires pour le virage domiciliaire. Deuxièmement, pour développer et garder l'industrie de la santé au Danemark et en Europe. Troisièmement, pour promouvoir l'innovation en santé, notamment par des partenaires publics-privés. Et quatrièmement, pour renforcer la collaboration internationale. Effectivement, pour pouvoir mener à bien les transformations, il nous faut de l'inspiration et apprendre de l'expérience des autres. Alors, je suis ici aujourd'hui avec l'Alliance franco-danoise de santé. Sous l'égide de l'ambassade, elle est composée de 5 des plus grandes entreprises danoises de santé, ALK, Coloplast, Léopharma, Lundbeck et Novo Nordisk, qui produisent tous les 5 en France. Ces 5 entreprises ont engagé depuis 5 ans pour aller vers un système de santé français plus résilient et proposent aujourd'hui un manifeste avec 5 axes de réflexion à la lumière des enseignements du modèle danois. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter rapidement les 5 axes et donnerai ensuite la parole à Étienne Tichy et Magali Corbet pour entrer plus en détail. Le premier axe de discussion, c'est faire avancer la prévention primaire et secondaire dans le genre des malades chroniques. L'axe 2, c'est de réfléchir à un accès plus rapide et plus simple aux nouvelles thérapeutiques. Le troisième axe s'oriente sur comment progresser dans l'utilisation responsable des données de santé. L'axe numéro 4 propose comment renforcer l'industrialisation et la transition écologique de la santé. Et finalement, le dernier axe concerne l'Europe de la santé. J'aimerais finir pour vous rappeler que nous avons tous, ce que soit en tant que patient, professionnel de santé, autorité, décideur public, industriel, ambassadrice ou think tank, une responsabilité pour co-construire un système de santé efficient. Je pense vraiment, au bout de mon cœur, qu'en travaillant ensemble, nous aurons plus de chances pour y arriver. Alors, je vous souhaite dans les échanges fructueux autour des 5 axes de réflexion. Et merci encore de votre intérêt dans le modèle du Danemark. Et merci Olivier pour gérer la discussion aujourd'hui. Merci à tous. T'es en mute, Olivier. Excusez-moi, j'avais coupé le micro pour pas... Je disais merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, chère Anne, de cet exposé extrêmement clair sur la politique danoise en matière de santé et sur sa transformation, puisqu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, la réforme, c'est pas une réforme qui est figée dans le temps, c'est quelque chose qui évolue, qui continue à évoluer et qui a un impact direct sur les structures de l'État et la façon dont la vie des citoyens va s'organiser. Parce que quand on crée des conseils de santé, automatiquement, les choses ça donne à la santé un rôle qui est un rôle majeur en ce qui concerne la structuration de la société. Donc voilà, c'est tout à fait passionnant. On va maintenant parler du manifeste.
Je crois que malheureusement, vous avez une contrainte et vous allez être obligé de nous quitter. Mais c'est Sophie Labrosse qui va vous suppléer au moment où on aura des questions qui toucheront le système de santé. Mais vraiment, encore merci de votre participation. Nous sommes non seulement très honorés, mais très heureux des informations que vous nous avez données. Merci, Olivier. Alors, j'ai passé la parole tout de suite à Magali Corbet. Magali? Oui, très bien. Alors moi, bonjour à tous. Pour moi, l'objectif est de partager avec vous la réflexion globale de l'Alliance sur les axes 2 et 3 dont l'ambassadrice vient de parler à l'instant. Donc ces réflexions ont pour but de permettre aux thérapeutiques pour les maladies chroniques d'être mises à disposition, on l'a évoqué, de façon plus simple et plus rapide, et de progresser dans l'utilisation de ces données de santé. Alors, on pourrait résumer finalement ces deux thématiques autour de 3 grands thèmes. Le premier qui est d'encourager une approche pluriannuelle en santé par l'élaboration d'une feuille de route maladie chronique, d'inciter la création d'un comité des parties prenantes pour les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques et d'instaurer un guichet unique pour la mise en place de projets territoriaux. Et puis, l'ambassadrice l'a évoqué, de progresser dans l'utilisation des données de santé. Alors, avant toute chose, ce qui nous marque quand on écoute l'exposé de ce qui se passe au Danemark, nous pensons qu'il peut être bénéfique d'aller vers un modèle de santé qui met l'accent sur la valeur apportée aux patients. Donc ce patient-centric et value-based healthcare, plutôt finalement que de regarder le volume des soins fournis. C'est d'autant plus important dans les maladies chroniques car les patients bénéficient de traitements, de dispositifs médicaux, mais ont un besoin important d'accompagnement. Donc il est important pour nous d'établir une feuille de route spécifique aux maladies chroniques et il serait nécessaire pour cela de définir un plan d'action stratégique avec des objectifs clairs. Pour atteindre ces objectifs et améliorer la prise en charge, il serait nécessaire de structurer les actions à mener autour des initiatives suivantes. Et on l'a évoqué, la prévention, le diagnostic précoce, le traitement pour gérer ces maladies sur le long terme avec les bons outils pour l'évaluation, et enfin la coordination des différents acteurs. L'objectif principal de ces initiatives est d'améliorer les résultats qui comptent vraiment pour les patients, comme par exemple la qualité de vie, tout en optimisant bien sûr les ressources du système de soins. Dans ce cadre, les soins sont évalués en fonction de leur efficacité clinique, mais aussi selon la satisfaction des patients, la réduction des complications et la durabilité des solutions. D'où la nécessité de développer les PROMS, par exemple, qui permettraient d'élargir les critères d'évaluation en appréhendant mieux l'amélioration pour le patient et répondre aux exigences d'efficience du système de santé. Alors, le deuxième point qui a été également évoqué concerne l'amélioration des parcours de soins. Il nous faudrait développer des approches interdisciplinaires qui intègrent des compétences de santé comme l'épidémiologie, sociologie, l'économie de santé, le numérique, etc. Ce travail serait également transversal et collégial en associant le public, le privé, les patients qui sont bien sûr au cœur des dispositifs, les industriels de santé, les professionnels de santé, les établissements. Avec la mise en place d'un observatoire pour pouvoir les suivre, les évaluer et les diffuser. Pour aider au développement de projets pilotes régionaux mesurables et objectivables émanant de la feuille de route, il serait nécessaire de définir quel soutien financier et organisationnel mettre en place. Je vais vous évoquer un exemple sur la base du modèle danois. Les laboratoires Coloplast ont soutenu l'initiative SHIELD, Strategic Healthcare Initiative for Easier Life Days, qui a été mise en place en 2019 en France avec un comité d'experts pluridisciplinaires qui a mené une réflexion sur l'optimisation des parcours de soins du patient stomisé, donc SHIELD, et a publié des recommandations pratiques qui ont été reprises par la HAS dans le cadre du travail réalisé sur la prise en charge de l'acte préopératoire de la stomie. Cette initiative, elle émane finalement de la société civile et c'est une réflexion transversale, collégiale, qui a intégré des acteurs publics et privés, des patients et des industriels. L'initiative SHIELD, c'est un projet de santé publique qui doit permettre aux patients de retrouver une qualité de vie en favorisant l'autonomie et la réinsertion sociale. Mais la question qui se pose finalement dans un paysage que l'on constate et qui est très en silo, c'est comment peut-on arriver à mettre en place une initiative transversale?
Donc, nous recommandons dans le manifeste la création d'un comité des parties prenantes pour les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques et l'instauration d'un guichet unique pour la mise en place des projets territoriaux. Ce comité viserait à créer une meilleure coordination et un suivi intégré des patients en réunissant les différents acteurs autour de projets concrets avec une approche multidisciplinaire et technologique. Cela permettrait d'optimiser les soins et d'améliorer l'efficience du système de santé. L'idée est que ce comité ne se limite pas aux professionnels de santé, évidemment, mais qu'il intègre également les représentants des patients et des autres parties prenantes pour avoir une approche beaucoup plus globale et centrée sur les besoins réels des malades. Il serait donc composé de différents acteurs du système de santé, incluant bien sûr les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les patients eux-mêmes. On a évoqué ce patient-centric, le patient au cœur, donc qui joue un rôle évidemment clé pour exprimer leurs besoins et améliorer la qualité des soins. L'assurance maladie qui gère le système de sécurité sociale, ainsi que les industriels de santé, comme les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux. Ce comité poursuivrait plusieurs objectifs, et notamment faciliter la multidisciplinarité en réunissant différents types de professionnels pour couvrir aussi bien les besoins médicaux, psychologiques, nutritionnels ou liés à la réinsertion sociale des patients. Renforcer la coordination des acteurs de santé en améliorant la communication et la coopération entre les hôpitaux et les professionnels de santé de ville, comme les médecins généralistes ou les infirmiers. Et ceci afin d'avoir un parcours de soins intégré et de pouvoir assurer le suivi continu du patient. Répondre aux déserts médicaux, ce comité chercherait à proposer des solutions aux déserts médicaux en réduisant les disparités régionales et locales, dont l'accès aux soins. Développer des interfaces entre les plateformes numériques de santé, il s'agit de connecter et d'harmoniser les différents outils numériques pour permettre un suivi global et continu du patient tout au long de son parcours de soins. Cela permettrait aussi de centraliser les données du patient dans son espace santé, par exemple. Ce qui fait le lien avec le dernier thème que je souhaite évoquer, qui concerne les données de santé. Nous devons progresser dans l'utilisation responsable de nos données de santé pour évaluer les produits de santé en conditions réelles, dans le cadre d'une approche centrée autour du patient. Nous pouvons nous orienter vers un système de santé centré sur l'optimisation des résultats pour les patients en termes de qualité des soins et de satisfaction, tout en assurant une bonne gestion des ressources. Pour atteindre ces objectifs, il était bien sûr essentiel d'utiliser efficacement les données de santé, en particulier pour évaluer l'efficacité des traitements dans les conditions réelles et pas uniquement en phase d'essai clinique. Dans le cadre de la feuille de route maladie chronique, il serait nécessaire de travailler à la création d'indicateurs et d'outils pour le suivi des maladies chroniques qui pourront être utilisés pour piloter les politiques de santé à long terme. Ces indicateurs seraient basés sur les données collectées en vie réelle et aideraient à évaluer l'efficacité des interventions et des traitements afin d'assurer une meilleure gestion des maladies chroniques. Enfin, en s'appropriant les approches value-based healthcare, il serait possible d'anticiper la place des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, dans les parcours de soins des patients. Cela permettrait de garantir et de démontrer que les nouveaux produits de santé apportent non seulement une réelle valeur ajoutée pour les patients, mais également pour le système de santé et pour l'efficience du système de santé. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, l'approche qui met le patient au centre et tous les acteurs de santé à son service et au service de l'organisation des soins est un modèle qui, s'il est bien construit, permet une meilleure prise en charge et une réduction des ressources nécessaires. C'est le résumé des axes 2 et 3 que vous retrouvez dans le manifeste. Et je pense que je peux passer la parole à Étienne qui va vous évoquer davantage les axes 1, 4 et 5. Oui, merci beaucoup Magali. C'est moi qui ai fait une faute parce que quand on avait préparé, et je vous prie de m'en excuser, on avait dit que ce serait Étienne qui commencerait puisqu'il avait l'axe 1 et je vous ai passé la parole parce que dans mes notes, voilà, comme quoi on peut se C'est pas grave, tromper. on a été et je vous prie de m'excuser pour ça. Agile et flexible. C'est ça l'intérêt d'une entreprise moderne. Étienne. Voilà. Oui, bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et parmi les axes effectivement à évoquer, je vais toucher 3 axes. Le premier, c'est un axe lié à la prévention. Et Madame l'ambassadrice en a parlé juste avant, un petit peu. Donc, on va toucher le point de la prévention, de l'industrie et du verdissement de cette industrie. Et puis, le troisième volet, donc l'axe européen.
Donc, pour nous, évidemment, la question, c'est comment réussir à faire évoluer le modèle, qui est un modèle tourné vers le soin, vers un modèle tourné vers la prévention. Et donc, de faire en sorte qu'on puisse s'inspirer aussi du modèle danois, typiquement, pour pouvoir essayer de faire bouger les lignes en France. Alors, si on regarde juste selon les résultats et les chiffres donnés par le cabinet Asterès, quand on parle de prévention, aujourd'hui, si elle était en place et opérationnelle sur les maladies chroniques, elle permettrait de gagner certainement 2 années de vie pour chacun et chacune des Français et Françaises. Et par ailleurs, ça permettrait de réduire la pression sur les remboursements et la prise en charge de l'ordre de 16,7 milliards d'euros par an. Donc, ce qui veut dire que si on agit sur la prévention et on investit sur la prévention, derrière, on a un retour sur investissement qui est peut-être pas rapide, mais en tout cas qui est au rendez-vous. Donc pour nous, on croit fondamentalement qu'il faut réussir à stimuler cette prévention primaire comme secondaire pour les maladies chroniques. Et pourquoi c'est important? C'est que déjà, l'ensemble de nos 5 firmes sont des firmes aujourd'hui détenues par des fondations. Donc, et dans la fonction et dans la mission qui est donnée par la fondation, aujourd'hui, cette mission, elle est donnée sur tous les champs que touche la maladie, à savoir, traditionnellement, on connaît la recherche et le développement, la production et la commercialisation des traitements pour avoir l'impact en santé, mais aussi une fonction qui est une fonction qui est missionnée par les différentes fondations, une fonction qui est d'œuvrer pour la prévention et de trouver des partenariats publics, privés, associatifs pour pouvoir développer des actions de prévention primaire et secondaire. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui en France s'inspirer de programmes de prévention basés sur des consortiums d'acteurs, donc qui sont au-delà de la sphère privée, qui sont privés, publics et associatifs, et puis ensuite réussir à intégrer en fait cette prévention aussi dans l'évaluation en fait de la politique de prévention et dans l'impact que ça peut avoir pour les pathologies à venir. Donc ce qui permet aussi pour des approches même thérapeutiques qui ont attrait à la prévention secondaire. Magali en a parlé aussi tout à l'heure. C'est mesurer l'efficacité et donc définir des nouvelles doctrines d'évaluation de ces produits. Et puis, bien évidemment, dans cette logique d'investissement, parce qu'on pense que voilà, faut investir dans la prévention pour avoir le retour quelques années plus tard. Il est important, on le pense, il y a aussi une politique incitative de reconnaissance en fait des actions de prévention. On voit bien notre ministère s'appelle le ministère de la Santé depuis quelques semaines. Et donc, très clairement, il faut aussi qu'on arrive à dépasser les clivages publics, privés, associatifs et rassembler en fait autour de projets communs. Le bon exemple au Danemark, c'est le projet Lighthouse. Il y a un consortium de plus de 300, aujourd'hui 300 acteurs du monde public, privé, associatif, 154 firmes qui sont dans ce programme-là, qui traitent à la fois, donc qui couvrent les maladies chroniques. Donc, on va parler diabète, obésité, maladies mentales, donc toutes ces maladies chroniques qui sont excessivement importantes pour une nation en bonne santé. Et dans le cadre du projet Lighthouse, on voit déjà des résultats, puisque si on regarde, ne serait-ce que sur l'activité physique, il y a une augmentation de 80% de l'activité physique. La morphologie aussi des personnes, on est à 76% d'impact. Donc toutes ces mesures de prévention et ces programmes qui dépassent nos organisations, qui dépassent, on va dire, nos champs d'application individuels, eh bien, en mettant en commun, quelque part, on arrive à avoir l'impact nécessaire. Et si je regarde une des traductions opérationnelles qu'on a pu démarrer avec la ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg, là aussi, Cities for Better Health à Strasbourg, c'est un network aujourd'hui de 47 villes. Quand on sait que les maladies chroniques sont pour 2/3 arrivent dans nos villes, au cœur de nos villes, eh bien, l'intervention qu'on a portée là-bas avec ce consortium de 14 acteurs, aujourd'hui, publics, privés, associatifs, permet d'adresser justement sur 6 zones particulières les problématiques de développement d'obésité, diabète, maladies cardio-métaboliques de façon plus générale. Il y a plus de 1100 enfants aujourd'hui qui sont dans des programmes, 70% d'entre eux reviennent d'une année sur l'autre, et on voit là aussi un impact à hauteur de 61% à ce stade de changement des habitudes de ces enfants. Donc là aussi, des politiques qui vont permettre d'éviter des maladies, d'éviter des coûts pour la sécurité sociale, et donc certainement trouver de l'efficience dans le système.
Et encore une fois, je reviens sur l'enjeu, c'est un peu plus, pas loin de 17 milliards d'euros par an pour notre système de santé, hein, quel qu'il soit, hein, qui représente les coûts de ces maladies chroniques qui pourraient être évitées ou ralenties. Donc ça, c'est le premier axe que je voulais toucher sur la partie prévention et comment mettre en œuvre la prévention en dépassant en fait le champ d'application de chacun et de chacune, donc public, privé, associatif. Le deuxième volet, c'est le renforcement de l'industrialisation. Et pour nous, c'est important que dans le volet industriel, on parle beaucoup de souveraineté, d'Europe de la santé et tout ça. Donc la question, c'est comment on construit une Europe de la santé qui soit une Europe alors souveraine, encore une fois, hein, c'est souveraine et compétitive, parce que ce qui est important, c'est que l'ensemble des outils industriels que l'on peut développer soient sur les meilleurs plans technologiques aujourd'hui, qui puissent garantir à la fois d'être capacitaires et en même temps d'offrir la promesse en santé, et puis et santé même environnementale, hein, si on parle même des sites industriels. Et puis surtout, pour nous, ce qui est important, c'est aussi cette transition écologique, hein, donc ce volet santé environnementale, comment on peut réussir à implanter des sites industriels en Europe, les faire grandir, et en même temps nous assurer que ces sites sont plus verts que ceux d'hier. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations au sein de l'Alliance, puisque nos 5 entreprises ont des sites industriels, en l'occurrence en France, donc pas mal au Danemark, mais aussi en France, avec une logique de développement bien par géographie. Et pour nous, il est important de pouvoir établir dans nos propositions un label durable, donc avec l'ambition de servir un outil d'évaluation de cet impact environnemental dans la fixation du prix. Donc c'est quelque chose que l'on porte aussi au niveau du contrat stratégique de filière. Je ne sais pas qui est connecté, mais ou avec son micro. Mais... On a un micro ouvert. Ce serait bon que vous coupiez le micro pour laisser Étienne s'exprimer. Merci beaucoup. Donc nous, dans nos propositions, on souhaiterait effectivement avoir un label de production durable, hein, donc avec pour ambition d'avoir une évaluation de l'impact environnemental des différents traitements et que ça soit reconnu d'une façon ou d'une autre par la puissance publique, en l'occurrence à travers le prix, mais aussi à travers la fixation du prix, l'évolution aussi du prix, hein, et des médicaments, et puis aussi à travers eh bien, la commande publique, parce que si on veut décarboner, faut qu'on orchestre un élan total de décarbonation à tous les niveaux, que ce soit au niveau du comité économique, au niveau des achats hospitaliers, et de faire en sorte que l'on soit en train de parler de médicaments, dispositifs médicaux, de orthèses, prothèses et tout ça, qu'on soit vraiment dirigé sur une décarbonation de notre filière et une reconnaissance de ces investissements. Parce que il ne faut pas oublier, dans la maladie chronique, ce sont des traitements de tous les jours, donc ce qui veut dire que ce sont des traitements pour des dizaines, des centaines de millions de personnes, et donc nécessairement ce sont des traitements qui imposent une capacité industrielle importante, et donc potentiellement un rejet, on va dire, dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, de beaucoup d'utilisation d'eau et tout ça. Et quand nous, on travaille sur ces aspects-là au sein de l'Alliance, on a une politique très volontariste parce que, évidemment, on est détenu par une fondation qui a ça dans ses statuts, hein, de minimiser l'impact environnemental de nos solutions. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire comparée à l'ensemble de notre industrie, on est aujourd'hui sur une cadence où on serait à peu près à 40-45% de décarbonation de nos sites à horizon 2030. Donc, une accélération qui s'opère déjà chez nous et qui peut inspirer les autres. Et donc, il faut trouver des mécanismes qui permettent aujourd'hui de valoriser d'une façon ou d'une autre ces investissements au service de la santé. Et puis le dernier axe, c'est tout l'axe européen. Je pense que les uns et les autres, on a bien compris les enjeux du Pharma Package. Et dans le cadre de ce Pharma Package européen, il est important que la France se positionne comme une nation innovante, donc pro-innovation, parce que on le voit bien, si on copiait le Danemark est très tourné vers l'innovation, très tourné vers le parcours de soins, très tourné vers la mesure, très tourné vers l'objectivation en fait de l'impact, alors des politiques de santé, des politiques de prévention et des politiques du médicament. Et derrière, c'est une solution gagnante pour le patient au final. Et donc, très clairement, dans toute cette logique
de prendre position, que la France prenne position au niveau de l'Europe, il est important que la France prenne une position très offensive sur la promotion de l'innovation, parce que sans la protection des brevets à 8 ans et plus, sans la recherche et développement au niveau local, sans l'industrialisation européenne, sans le verdissement de cette production industrielle, et sans politique de santé au sens large, avec une reconnaissance de l'importance du médicament, que ce soit dans la prévention ou dans le traitement, mais derrière, on aura une santé qui sera moins disante, tournée vers, je pense, les vieilles molécules et puis voilà, une médecine d'il y a 50 ans. Or, aujourd'hui, on a la possibilité de faire autrement. Donc, pour nous, il est important d'avoir cette reconnaissance des brevets. Le HTA Europe est excessivement important et on considère qu'il devrait être beaucoup plus progressiste que l'axe franco-allemand aujourd'hui qui est proposé, parce que aujourd'hui, choisir l'innovation, financer l'innovation, c'est avoir des hôpitaux en bonne santé avec de la recherche financée, c'est de l'industrie verte et de proximité. Et ce sont derrière des parcours de soins sur lesquels il y a une objectivation et une valorisation de chacun et chacune des professionnels de santé qui œuvrent sur le territoire. Donc ce HTA Europe est excessivement important, mais doit être pro-innovation et pas un HTA visant à envisager simplement des réductions de coûts à très court terme. Et puis dans cette logique européenne, aussi de viser sur le plus long terme, parce que quand on parle de maladies chroniques et quand on parle de santé et de prévention, eh bien, on vise le moyen terme, voire le long terme. Et donc, toute politique de santé qui est juste accrochée à un PLFSS, si je reboucle avec le cafénil dernier, toutes les politiques de santé qui visent simplement à regarder l'horizon 1 an sont des politiques de santé qui ne permettront pas en fait de faire un shift au niveau du modèle au sens large, hein. Donc modèle de prévention, modèle de soins et modèle aussi industriel, thérapeutique en France. Et tout ça, ça va à l'encontre effectivement de toute la logique d'innovation. Donc pour nous, c'est excessivement important que la France porte une voix qui soit forte au niveau de l'Europe. Et quelque part, on est aussi ravis que le Danemark, en juillet prochain, eh bien, prenne la direction de l'Europe pendant 6 mois, de façon à pouvoir et aussi impulser le changement, amener aussi une dynamique nouvelle au sein d'une Europe qui a plutôt tendance à rester sur un axe franco-allemand très, très établi. Voilà, donc c'était les 3 points donc, que je voulais couvrir aujourd'hui avec vous. Et puis, j'imagine, Olivier, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation qui est tout à fait intéressante. Alors, j'ai juste un tout petit point de divergence. Je me méfie beaucoup de l'arrogance française en ce qui concerne les règlements européens et cette volonté de vouloir appliquer le modèle français de l'évaluation, qui, je suis désolé de le dire, pour moi, ne marche pas. Ne marche pas parce que, d'une certaine manière, l'indépendance de la Haute Autorité de Santé est une indépendance relative. Quand on voit en particulier le nombre de personnes qui viennent de la DSS à l'intérieur des cadres de la Haute Autorité, ça pose des problèmes qui sont des problèmes, pour moi, qui sont quasiment d'ordre éthique. Et donc, j'aimerais pas que ce modèle soit exporté. J'aimerais pas que ce soit celui-là qui soit exporté dans les autres pays européens. Je crois qu'on a besoin d'une politique d'évaluation du médicament et du dispositif médical qui soit moderne, qui soit centrée sur le patient, sur des études de qualité de vie, des études en vie réelle. Et pour le moment, j'ai un peu l'impression quand même que le vieux système, c'est la France qui le porte. Enfin, c'est peut-être un point de vue qui est strictement personnel. Alors, j'ai passé tout de suite la parole à Alain Olympie. Alain? Oui, bonjour. Merci pour ces propos qui sont finalement, comment dire, enfin transparents, puisqu'on a vu les plus et les moins. Donc, moi, je suis acteur associatif, hein, je me définis comme militant en santé. J'ai eu l'honneur de travailler avec Christina Romao, j'ai vu, qui était là sur l'initiative Shield aussi. Donc, je suis un peu rentré dans cette alliance que vous présentez.
Et effectivement, je ne peux que témoigner du travail et de la construction qui a été possible, pluridisciplinaire en tout cas, sur cette initiative SHIELD pour les patients stomisés. Alors, moi, je voulais revenir sur le cadre général, finalement. Enfin, plus qu'Olivier, je serais optimiste. Je veux dire, on n'est finalement pas si différent, tout ce qui a été évoqué tant par Magali que par votre ambassadrice. Finalement, moi, je me suis assez reconnu dans le système français qui est en route. Par contre, j'ai retenu quelques mots quand même, qui est le pluriannuel. On l'a vu hier, c'est quand même ce qui fait tâche, parce que finalement, la question, c'est on a tout comme au Danemark, ou en tout cas, tout est en route, mais pourquoi ça ne fonctionne pas en France, hein? Donc, j'ai retenu quand même pluriannuel, territoire, ça fait plaisir à Olivier, et puis hôpitaux en bonne santé, ne serait-ce que ça, et travail pluridisciplinaire et coordination. Donc je pense que les clés sont là-dedans, et effectivement, c'est peut-être ce qui fait un peu, voilà, ce qui freine la France. Évidemment, je ne vais pas parler du réglementaire et de toutes ces tracasseries administratives qui nous bloquent à tous les étages. Puis sur enfin, le travailler ensemble, je voulais quand même appuyer le trait sur cette espèce de suspicion ou ce travail en silo qui est fait en France entre les acteurs qui ne doivent pas se parler. Quand vous regardez systématiquement, quand on parle des rapports incestueux entre les associations de patients et les industriels liés à la santé, hein, on n'a pas le droit de se parler automatiquement. Voilà, on est taclé d'accointances et voilà. Je ne vais pas appuyer là-dessus. Entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, il y a quand même des silos, on ne se parle pas, on se parle de haut, etc. Donc, est-ce que c'est pas le coq français, finalement, qu'il faudrait un peu zigouiller voilà, sur le tas pour être un petit peu plus dans une logique européenne? Voilà, c'est un peu. Voilà, je voulais avoir vos réactions par rapport à tout ça. Voilà, qu'est-ce qui nous freine alors qu'on est en bonne voie sur toutes les solutions et tout ce qui a été évoqué? Moi, je me retrouve assez bien sur toutes les innovations, sur les données de santé, sur plein de choses, sur les articles 51 en région pour donner de l'allant, etc., etc. Donc, on a donné beaucoup d'argent, on met beaucoup d'argent, et pourtant, il y a un truc qui freine. Donc, est-ce que c'est le coq français qui freine? C'est quoi, d'après vous? Alors, Étienne ou Magali, Ouais, qui veut répondre sur la stratégie du coq au vin? moi, je veux bien commencer, allez. Non, déjà, je pense que sur la partie données de santé, le point, c'est elles existent, elles ne sont pas chaînées et elles ne sont pas très utiles parce que utilisées en silo, aujourd'hui, elles sont limitatives. Quand on regarde au Danemark, et pour y avoir vécu, je peux vous dire aussi que c'est assez stupéfiant en fait d'avoir toute votre vie résumée à un code qui pourrait être l'équivalent de votre code de sécurité sociale et toute votre vie est dessus, toute votre vie en dépend en fait. Donc, que ce soit pour les données de santé, vos données bancaires, vos loyers, enfin voilà, vous existez parce que vous avez ce numéro-là. Mais une fois que vous l'avez, derrière, eh bien, toutes les données sont chaînées. Et dans un environnement où il y a de la confiance, de la transparence, derrière, on a une bonne utilisation. L'objectif n'étant pas de savoir qui est haut et qui est bas, je sais pas, sur son LDL cholestérol, par exemple. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment on peut faire de l'étude populationnelle. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre un SNDS à un an et demi pour avoir les datas, pour pouvoir les traiter. Et en plus, d'avoir une absence de transparence sur tous les examens qui ont été réalisés. Là, en l'occurrence, tout est chaîné, tout est disponible et rendu disponible et transparent pour tout acteur. Et même les acteurs, que ce soit aussi du monde associatif, si on a besoin effectivement de faire des études sur des cohortes, derrière, on peut voir aussi et mesurer l'impact en fait de nos actions. Donc, tout est là a priori, tout n'est pas là pour de vrai en France et en particulier là-dessus, parce que sans transparence, sans mise à disposition, sans mutualisation, sans décloisonnement, on ne crée pas la valeur attendue. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'un article 51, vous l'évoquiez, l'article 51, déjà, il est restrictif puisque souvent les Il est industriels ne limité. sont pas dedans. Ouais. Il est Déjà, limité dans le alors que temps, c'est déjà aussi. Ouais. voilà, il y a une période de temps, c'est très. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très localisé sur un territoire, sur effectivement une intervention, un schéma qui va correspondre en fait à l'organisation qui pourrait se mettre en place sur un territoire donné.
désertification ou pas, ou masse hospitalière ou pas. Donc on a la possibilité avec l'article 51 de piloter pour élargir en fait le nombre de les participants à cet article 51. Mais surtout, la question, c'est comment on arrive à objectiver quand on n'a pas les données de santé qui sont fluides dans le système. Il faut que ça circule dans des tuyaux, hein, les données de santé. Et pas pour avoir les données de santé de monsieur et madame un tel, mais pour pouvoir faire la mesure objective en fait de l'impact. Et puis, la donnée de santé, c'est une chose. La question, c'est est-ce qu'on recueille aussi les outcomes patients? Est-ce qu'on recueille l'expérience patient de ce système de santé? Et là, c'est aussi excessivement partiel. Donc là aussi, et vous l'évoquiez, hein, la suspicion de plein de choses. En fait, la suspicion et la peur est un très mauvais moteur. Et c'est quelque chose que l'on n'envisage même pas au Danemark parce que on a confiance dans le système. Et si effectivement, et Madame l'ambassadrice évoquait aussi une refonte du système hospitalier, je pense qu'en France, ça ferait des levées de boucliers de fermer 40 ou 50% des lits. La question, elle n'est pas de fermer ou d'ouvrir des lits. La question, elle est comment on voit la santé, comment on l'organise et comment on peut réussir à avoir aussi des professionnels de santé qui viennent, qui postulent, hein, qui ont envie de voilà, ils ont leur mission, mais de l'autre côté, ils ont aussi envie de pouvoir répondre à leur mission du mieux possible. Et aujourd'hui, dans les superstructures hospitalières, là, les 14 superstructures qu'il y a au Danemark, c'est organisé en parcours de soins avec des professionnels de santé qui se développent dans leur job, voilà, et qui sont pas juste en train de survivre dans leur job. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que si on veut de la santé, il faut que tous les maillons, prévention comme soins, soient bien traités. Oui, ce qui manque, c'est la confiance, effectivement, je vous l'accorde. Je pense Magali? que c'est un des mots-clés. Magali? Non, en fait, je voulais rajouter justement effectivement cette notion de confiance. C'est vrai que toute la société danoise est basée sur une notion de confiance. Et effectivement, c'est la difficulté que l'on a aujourd'hui entre les différents acteurs, et c'était évoqué entre le public, le privé, où il y a parfois cette défiance entre les relations public-privé, alors qu'au Danemark, effectivement, il y a cette relation de confiance qui est établie entre le public et le privé pour pouvoir faire avancer les différents sujets. Et donc, je pense que c'est ça ce sur quoi il faut effectivement travailler, sur cette notion de confiance. Et puis, ça a été évoqué, on a des organisations en silo avec, et tu l'as évoqué, Étienne, sur les différentes bases de données. Je crois qu'en France, on a plus de 172 bases de données différentes. Donc, comment les faire fonctionner ensemble de façon à ce que l'on puisse aussi évaluer, parce que la notion de confiance, elle se construit avec l'évaluation. À partir du moment où on est capable d'évaluer l'impact de ce que l'on met en place, derrière la confiance, elle se construit au fur et à mesure. Et donc, plus on va être capable d'évaluer ce que l'on met en place en termes de thérapeutique, de parcours de soins, plus on va inspirer confiance et donner confiance dans les projets que l'on peut mettre en place. Donc, voilà, je pense que c'est les éléments sur lesquels, avec l'Alliance, on souhaite travailler et avancer. Alors, on va passer à un autre acteur de santé, Luc Duquesnel. On a beaucoup Oui, parlé du bonjour. médecin généraliste, justement, et Luc est le président de la CSMF généraliste. Donc, Luc, c'est à toi. Oui, merci pour cette présentation qui devrait nous donner, nous en France, des perspectives. Moi, je suis en ambulatoire, mais sur l'évolution vers laquelle on devrait aller. Deux questions. Premièrement, le patient, l'usager danois, en ambulatoire, a-t-il le choix de choisir son médecin généraliste, son médecin spécialiste, son infirmier, son pharmacien? Bon, voilà, voir l'organisation actuelle. Puis, deuxième question, par rapport à ce projet de réorganisation du système de santé, comment avez-vous fait au Danemark pour lever le frein que représentent souvent les élus locaux? Quand on ferme 2/3 des hôpitaux, on voit toutes les semaines, pratiquement tous les jours en France, des levées de boucliers parce qu'on ne veut pas fermer sa maternité alors qu'il n'y a plus d'anesthésiste, parce qu'on a 3 services d'urgence. Voilà, moi je suis dans un département, 300 000 habitants, toutes les nuits, 3 services d'urgence, mais dans les 2 sur 3 sont fermés, 3 maternités pour accoucher, 3 blocs de dur, 3 blocs pour le mou. On marche sur la tête, et tout ça, bien sûr, ça a des répercussions sur le PLFSS, sur le coût de la santé et sur un accès aux soins qui est très détérioré pour les. Comment avez-vous levé ce frein des élus locaux au Danemark? Je vais peut-être laisser la parole à Sophie Labrosse. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Je suis attachée en santé à l'ambassade. Du coup, pour répondre à votre question tout d'abord sur le choix du patient,
Effectivement, le patient au Danemark a le choix libre de son médecin traitant. Par contre, une fois qu'il a fait le choix de son médecin traitant, cette personne va rester dans son cabinet. S'il souhaite changer après, il faut motiver son souhait de changement de médecin généraliste. Mais c'est tout à fait possible. Ensuite, pour le renvoi vers les spécialistes à l'hôpital, on peut aller dans tous les hôpitaux du Danemark, comme on le souhaite, avec les médecins qu'on souhaite. Il faut se rendre compte que le système danois est pour la plupart public, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% d'hôpitaux privés. Mais de toute façon, comme je disais, le choix du spécialiste est ouvert. Ensuite, les patients, très souvent, ne savent pas exactement qui pourrait être le meilleur spécialiste pour eux. Donc, très souvent, ils se fondent quand même sur l'avis de leur médecin généraliste. Ensuite, par rapport à votre deuxième question, sur comment lever le frein des élus locaux, bien évidemment, quand on initie des projets de réforme ou de changement, il y a toujours des freins. Ensuite, la méthode danoise est vraiment celle du compromis, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table dès le départ, de recueillir tous les problèmes, tous les besoins et d'ensemble trouver une solution. Donc aujourd'hui, la solution qui a été trouvée pour les élus locaux, c'est bien sûr, ils étaient confrontés à et des listes d'attente et des erreurs médicaux, des parcours patients pas cohérents. Donc, si en face de cela, on peut poser un système où effectivement il y a moins d'hôpitaux, mais ils sont bien mieux équipés, avec des transports qui vont mener à ces hôpitaux, plus un système qui permet automatiquement, grâce à la digitalisation, de transférer ensuite le soin après l'hôpital vers les communes, tout le monde est content. A priori, je pense qu'aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui souhaiteraient revenir en arrière sur le système tel qu'il existait autrefois. Merci Sophie pour ces explications, je crois que c'est tout à fait essentiel. Luc, ça répond à ta question? Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est caricatural en France aujourd'hui, hein, ce qu'on est en train de vivre et où chacun est dans son silo. Ça nécessite aussi de choisir par rapport à ses besoins de santé de la population quel est le bon territoire, que c'est plus forcément la commune, ça peut être une réflexion départementale, tout particulièrement dans les territoires ruraux. Bon voilà, mais on n'a pas l'impression qu'on est parti sur ce chemin-là aujourd'hui et que les ARS, qui sont les préfets de la santé de la région dans nos régions aujourd'hui en France, n'ont pas ce pouvoir donné par l'État et cette capacité à affronter ces freins politiques. Certains s'y sont d'ailleurs cassés les dents. Oui, tout à fait. Ce qui est important peut-être à rajouter, c'est aussi sur ces superstructures, c'est aussi la compétence et l'organisation qui est mise en œuvre. Donc c'est aussi excessivement important en fait que quand le patient rentre dans ces superstructures, donc après avoir consulté leur médecin généraliste, qu'ils puissent avoir une série de consultations en parcours de soins. Et aujourd'hui, c'est organisé comme ça dans ces superstructures. Donc, ce qui veut dire que la question du choix de la structure ou du spécialiste ou des spécialistes, c'est un choix de screener en fait tout ce que revêt en fait le patient en termes de pathologie quand il rentre dans une structure hospitalière. Donc en parcours de soins, plutôt que de venir une fois pour ça, et puis une autre fois pour ça, et puis une autre fois pour ça, et puis peut-être choisir des structures différentes parce que celle-là est meilleure en cardio, celle-ci est meilleure en je ne sais pas quelle spécialité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que pour le patient, avec son chaînage des informations par la voie électronique, hein, entre le médecin généraliste et la superstructure organisée en parcours de soins, mais derrière, il y a une transparence, un suivi, un accompagnement, voilà, qui s'opère par les différents acteurs. Et ça fonctionne parce que aussi le digital a très fortement, plus qu'émergé, hein, mais il est très largement utilisé au Danemark. Alors, avant de passer la parole à Franck, si tu veux bien, j'ai quand même une question. Vous savez que chez NIL, on est très intéressé par tout ce qui concerne la transition écologique et le One Health.
Et j'aimerais savoir comment les entreprises de l'Alliance contribuent justement à cette transition écologique des industries de santé, en particulier en France. Déjà, la première chose, c'est que je pense que vous l'avez compris, on a tous des sites industriels et notre volonté depuis longtemps, hein, c'est déjà d'avoir des sites qui sont plus efficients sur l'utilisation d'énergie et plus efficients en fait aussi maintenant sur les émissions gaz à effet de serre et puis sur la sobriété. Donc ça, c'est quand même au cœur de nos préoccupations. Ce qui est intéressant, et peut-être pour revenir au Danemark, hein, c'est qu'en fait, l'État danois et les entreprises se sont fixés un calendrier commun de décarbonation massif. C'est le plan qui, il y a 2 ans, était le plan le plus doté en fait, par l'État pour pouvoir réussir à décarboner avec une même fenêtre de temps, que ce soit l'ambition de l'État et l'ambition des entreprises. Et donc, à partir de là, tout le monde est fixé sur le même objectif et contribue à cet objectif bien, à la hauteur de ces entreprises. Donc nous, très clairement, dans nos organisations, on voit qu'aujourd'hui, on reçoit par exemple les targets en CO2. Hein, donc ça fait partie de notre quotidien. On vit avec nos objectifs en CO2 et derrière, on traduit bien cette ambition de l'entreprise de pouvoir réduire de X% chaque année, bien de pouvoir le mettre en œuvre au niveau local. Et l'avantage d'un système finalement très décentralisé, c'est qu'en fait, on a la main aussi en local pour pouvoir accélérer. Donc l'ensemble de nos entreprises ont mis en place des opérations donc, qui visent à être déjà en fourniture d'énergie verte sur l'ensemble de nos sites. Derrière, on prend en charge aussi toute la logique de sobriété industrielle, donc sobriété de matière, donc tout ce qui peut être récupération de chaleur, moindre utilisation d'eau. Enfin, il faut imaginer, on arrive à des situations où on augmente de 60% la capacité de production en réduisant de près de 40% l'utilisation d'eau, ce qui est assez incroyable. Donc là, aujourd'hui, on porte en fait ce calendrier excessivement agressif hein, de décarbonation. Toute entité industrielle, elle est entre 25 et 50% plus effective que la précédente sur l'impact des gaz à effet de serre. Et puis, bien évidemment, ce qui nous importe aussi, c'est pas seulement le rejet de CO2, c'est le rejet d'eau et tout ça. Donc, de nous assurer que tout ça est fait dans le cadre de la préservation aussi de notre environnement autour de nos usines. Donc on est excessivement assertif, agressif sur le sujet, parce qu'on considère que ça fait partie aussi du volet santé qu'on a quand on est industriel. Et donc c'est pour ça aussi, dans le cadre du contrat stratégique de filière sur la décarbonation des médicaments, enfin donc des industries de santé, des industries et technologies de santé, pour nous c'est important aussi de montrer que c'est possible et puis aussi de coaliser quelque part hein, celles et ceux qui ont démarré cette transformation environnementale et inciter encore plus. Et pour ça, il faut aussi que, de l'autre côté, l'État prenne sa part en nous accompagnant, ce que fait la DGE en essayant aussi, avec Covamed, d'établir un indicateur donc d'impact environnemental pour chacun des médicaments, un proxy si l'entreprise n'a pas le chiffre réel. Nous, on publie même, vous voyez, quand on parle de confiance et de transparence, on publie aussi sur notre site l'impact environnemental de nos traitements chez Novo Nordisk pour vous donner une illustration. Et donc ça, c'est excessivement important qu'on soit toujours dans un aller vers et que ce soit la responsabilité de l'industriel et aussi de créer les conditions de pouvoir le réaliser par les États. C'est important qu'on arrive aussi à s'aligner sur des objectifs communs. Super, c'est une pointe de flèche par rapport au tissu industriel, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas une préoccupation fondamentale de toutes les entreprises du médicament ou du dispositif médical à l'heure actuelle en France. Donc bravo pour cet effort majeur sur la transition écologique. Franck. Mais je voudrais dire quand même, Olivier, ça bouge. Oui. Hein, donc vraiment, j'entends la pointe de flèche. De l'autre côté, je voudrais aussi être optimiste parce que je vois, et on a aussi des représentants du SNITEM avec nous aujourd'hui, vraiment une vraie volonté vraiment d'impulser ce changement aussi industriel. Donc, encore une fois, on peut inspirer, mais je pense qu'il y a aussi une mise en relation des différents acteurs pour aller plus vite. En fait, c'est ça l'enjeu, c'est aller plus vite. Eh bien, tant mieux. Je pense que c'est vraiment ça évolue à ce moment-là dans un sens extrêmement positif. Franck. Oui, merci Olivier déjà pour ce passionnant Café Nil. Merci à l'Alliance, et j'espère que vous m'entendez bien, à l'Alliance et à l'ambassade du Danemark
évoquer devant nous un système qui, et depuis longtemps, et tu le sais bien Olivier, retient moi toute mon attention. Moi j'ai deux questions. Une question assez directe. J'ai bien compris tout à l'heure que le médecin généraliste au Danemark était au centre, était l'acteur clé du système, alors que le Danemark, comme c'est notre cas, a un système qui a été centré, construit autour de l'hôpital, public et privé, au sens large. Vous avez fait cette révolution. Donc finalement, c'est le médecin traitant qui va adresser à l'hôpital, adresser aux urgences, adresser aux spécialistes. Finalement, on a un médecin traitant gatekeeper, pour reprendre une terminologie chère au système anglo-saxon. Quand on pense à ça, on pense aux échecs de l'effet gatekeeper de la médecine anglaise. Qu'est-ce qui marche pas chez vous? Dans un système, il y a toujours des choses qui sont merveilleuses. Quand on le lit, on a l'impression que tout est parfait. Qu'est-ce qui marche pas? La deuxième question, elle est presque plus philosophique ou presque politique. On sait tous, on constate que notre système de santé est malade. Le mot est peut-être un peu faible, mais un peu. En tout cas, il est en souffrance. On partage tous l'analyse que, plutôt quand on est acteur de santé, qu'on soit soignant ou acteur de santé à quelque titre que ce soit, la personne qui nous fait lever le matin, c'est le patient, et que le patient doit être au cœur du système de santé, que la prévention était un des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et que pour la prévention primaire, ce n'est pas forcément le rôle des acteurs de santé. En tout cas, moi, je pense que c'est surtout pas le rôle des acteurs de santé, d'ailleurs, c'est pas leur boulot, pour la prévention primaire. Que la qualité et la pertinence, et on a tellement à s'inspirer des Danois, mais des Néerlandais, bref, tout ça, ça marche. Que on peut réellement s'interroger sur la soutenabilité de notre système de santé tel qu'il a été construit, cette Sécu de 45 auquel on tient tant et qui est notre joyau, cette réforme de l'hôpital mise en place par les lois de Bray de 1958, mais on a l'impression d'avoir un système de santé en France qui a été construit à l'heure où les maladies infectieuses étaient prégnantes, à l'heure quand on n'allait pas bien, on allait à l'hôpital, et qui doit fonctionner avec un virage ambulatoire qu'on a entrepris, pas mal, mais peut-être insuffisamment, et puis d'une médecine qui a changé, d'une médecine de l'immédiateté d'hier qui devient de plus en plus la médecine de la chronicité. Et ma question, c'est cette révolution, et le modèle danois m'inspire beaucoup, mettre le médecin généraliste au cœur de notre système, finalement, dans une image de cercle concentrique. Le premier cercle, c'est le médecin traitant, médecin de famille. Et j'entendais sur le chat, mais on en manque peut-être. Non, on n'en manque pas. Quand l'hôpital public en France salarie généralistes qui sont sur le marché, je suis désolé d'être un petit peu direct, mais je le dis avec force, je ne pense pas que le rôle et la fonction et la formation d'un spécialiste en médecine générale l'amène à avoir un rôle de médecin hospitalier, dans le secteur hospitalier public ou privé. Et, on le forme, la nation le forme pour être médecin de famille à l'ancienne, médecin généraliste traitant. Est-ce que, avec ce deuxième cercle où il y a les médecins spécialistes et l'autre spécialité, puis le troisième qui est plus rare, de celle de l'hospitalisation, avec ce que le Danois appelle des super hôpitaux, qu'on pourrait appeler des IUHI et autres, et gros établissements de santé privés et publics. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire évoluer le système auquel on tient tant en France, c'est-à-dire finalement avoir du mal de sortir de notre zone de confort, ou est-ce que vous pensez au contraire, et moi évidemment ma faveur est plus au deuxième, même si ça peut paraître un peu exagéré, qu'il faut quelque part un peu repartir d'une page blanche, tant l'ampleur de la tâche est importante. Peut-être Sophie. Oui, je peux. Sophie, sur la première partie, peut-être. Sur la première partie, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est bien pour ça qu'on va faire aujourd'hui une réforme de la santé. La partie qui a été le plus compliquée à mettre en place, c'est l'accès égalitaire au système de santé. Comment s'assurer que dans toute commune ou tout hôpital du pays, on peut prétendre au même traitement et aux mêmes soins pour les patients. Et c'est là où on s'est rendu compte que donc, les hôpitaux, il y en a très peu, donc c'est assez facile à contrôler. Mais les médecins généralistes et les communes, il y en a beaucoup. Et les qualités peuvent être différentes. Il peut y aussi avoir une difficulté d'accès.
tout comme en France, on a un manque de médecins généralistes et de personnel soignant de façon générale. Donc aujourd'hui, pour le Danemark, la réforme qui va venir va permettre, avec la fusion de deux régions, de mettre les ressources en commun, donc de pouvoir les partager plus facilement dans la nouvelle grande région qui va être construite. Et puis, avec les conseils de santé, d'arriver au plus proche des patients et d'avoir un moyen de vérifier la qualité et l'accès aux soins des patients dans les communes. Je pense que c'est ça le souci le plus grand pour le Danemark, c'est l'égalité des soins. Étienne, tu voulais compléter? Je crois que Magali voulait compléter. Ouais. Ouais, je voulais peut-être moi compléter sur est-ce qu'il faut repartir d'une page blanche? Alors je pense que justement avec l'Alliance, l'idée est peut-être pas forcément de repartir d'une page blanche, mais de s'inspirer de ce qui marche et de ce qui peut effectivement être les challenges de demain. On voit effectivement qu'il y a eu un shift dans les types de maladies que l'on prend en charge. Et c'est aussi tout le sujet de l'Alliance de travailler sur les maladies chroniques, puisque elles explosent. Donc, ce qui nécessite une réflexion différente et une approche différente de la médecine. Et c'est pourquoi on travaille beaucoup sur les parcours de soins. Et ces parcours de soins sont absolument indispensables pour pouvoir avancer dans la prise en charge des patients et mettre le patient au cœur. Donc je ne sais pas si on a une réponse vraiment à la question, mais c'est partir d'une page blanche, ça serait compliqué quand on a déjà un système de santé qui existe. Par contre, s'inspirer de ce qui fonctionne bien, et notamment des parcours de soins, ça permet effectivement de pouvoir faire avancer le débat et de pouvoir essayer de soigner finalement notre système de santé. Un des points clés qui est pour nous aussi qui est vraiment critique pour pouvoir faire avancer les choses, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est la gestion des données. Parce que plus on va pouvoir évaluer la qualité des soins, plus on va pouvoir avoir des données de vie réelles qui sont accessibles, on va pouvoir évaluer les produits de santé, plus on va pouvoir apporter des solutions avec le patient au cœur. Donc c'est vrai que on l'a évoqué également, les PROMS, les PREMS sont des éléments absolument clés pour le futur et pouvoir avancer dans les solutions et notamment les parcours de soins. Voilà, je pense que c'est des éléments de débat et de réponse qui peuvent peut-être être apportés. Je ne sais pas si Étienne, toi tu en as davantage à évoquer. Oui, et peut-être des aspects aussi culturels, hein, dans le sens où c'est aussi une délégation des missions. Quand vous rencontrez les communes sur la prévention, effectivement, c'est pas un médecin, c'est pas un spécialiste que vous rencontrez. Par contre, vous avez une personne qui a de la vigilance, pas donc sur la prévention. Mais quand on parle de la prévention, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on met dans prévention? Et souvent, on nous parle aussi des âges avancés. Et souvent, la prévention, c'est déjà la prévention des chutes, donc c'est l'ergonomie à la maison, c'est les aspects psychosociaux, et donc, ce sont des personnes voilà, qui sont ancrées dans les communes, qui ne sont pas des médecins généralistes ou spécialistes, qui s'occupent des actions de prévention et qui conçoivent la prévention de façon assez large. Donc, on n'est pas seulement sur la prévention de la maladie, mais on est sur la prévention, comme je dis, voilà, de la chute, des risques en général, ce qui permet aussi d'avoir un mieux vivre ensemble. Donc chacun en fait est dans sa mission. Donc ceux qui font de la prévention font de la prévention et les médecins généralistes cherchent pas à faire de la prévention à la place de ceux qui le font dans la commune. De la même façon, un spécialiste ne devrait pas faire des tâches de médecine générale. Donc, et ça, les Danois sont assez clairs là-dessus sur les rôles et responsabilités des uns et des autres. Et chacun n'essaie pas d'embrasser en fait l'ensemble du scope de l'autre. Et puis, il y a un point qui est important, et Sophie l'évoquait, qui est un point aussi culturel, mais qui fonctionne, c'est on essaye, si ça marche, on continue et on amplifie, on décuple. Si ça marche pas, on change, on adapte. Et ça, quelque part aujourd'hui, dans notre culture, hein, c'est comment on arrive à s'adapter. Je pense que nos organisations, la santé, nos citoyens attendent aussi qu'on ait une flexibilité en fait, d'approche.
Si vous avez une région qui d'un seul coup se retrouve avec plus de naissances, pourquoi maintenir une maternité? Je caricature évidemment, hein, vous m'excuserez, mais c'est vraiment ça la logique. Par contre, de pouvoir amener rapidement dans une maternité d'un bon niveau qui permette d'avoir tout type d'intervention si quelque chose se passe mal, c'est bien plus important, en tout cas je pense en matière de santé et de prévention du risque à ces moments-là de la vie. Bah, quelque part, c'est quelque chose qu'il faut penser. Les Espagnols l'ont pensé, hein, ils ont beaucoup moins de lits d'hôpitaux que nous, par exemple, et ils ont trouvé des modalités en fait, pour pouvoir amener les patients le plus vite possible vers une structure hospitalière, alors qu'ils manquent cruellement d'hôpitaux si on compare à la France. C'est 3 fois moins d'hôpitaux qu'en France. Donc, je pense que là aussi, il y a aussi une question de tout ce qu'on va construire et tout ce qu'on construit, c'est chacun dans son rôle. Et derrière, si ça ne marche pas, et c'est pour ça que c'est, Magali le rappelait sur la partie données de santé et données de système, données de parcours, c'est que derrière, si on est capable quasiment en temps réel d'avoir une indication sur ça marche pas, c'est efficient, c'est efficace et autres, ou ça nous demande trop de ressources pour, ben on adapte. Et ça, c'est quelque chose aussi culturellement à faire bouger au-delà de la confiance qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose que je voudrais souligner, en plus de ça, c'est que la commune, c'est un lieu de porosité. C'est-à-dire que non seulement ça s'occupe de la santé, mais ça s'occupe aussi de l'aménagement du territoire, ça s'occupe aussi des affaires sociales, ça s'occupe d'un tas de secteurs qui touchent à la population, et ça a une connaissance, au niveau d'une commune, ça a une connaissance de sa population locale et de ses spécificités qui est tout à fait particulière. Et c'est vrai qu'il est souvent un peu choquant de voir qu'il n'y a pas que le rôle délétère de l'élu local qui veut garder son hôpital, il y a aussi tout le rôle bénéfique que peut jouer une commune en termes de prévention, en termes de prise en charge, en termes d'organisation des soins, même de facilitateur au moins à l'organisation des soins. Et c'est quelque chose en France sur lequel on a séparé les choses de manière tout à fait triviale. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à cette notion un peu que vous décrivez de la commune danoise, qui est celle où justement il peut y avoir un creuset populationnel et une responsabilité populationnelle qui soit partagée avec tous les acteurs. Benoît, on ne t'entend pas, tu n'as pas remis ton micro. Oui, bonjour. Je modifie légèrement mon intervention en fonction de tout ce qui a été dit, notamment par Luc Duquesnel, mais ça vous étonnera pas qu'il m'a pris une grande partie de la question, mais je voudrais faire 2 commentaires, une question et une suggestion, mais rapidement. Le commentaire, c'est d'abord de féliciter quand même le Danemark et l'Alliance pour la communication, la qualité de la communication, parce que je crois que ceux qui, comme un certain nombre autour de micro aujourd'hui, s'intéressent à l'aspect international et aux comparaisons de santé, peuvent dire qu'aujourd'hui, le Danemark, c'est sans doute un des systèmes qu'on connaît le mieux, parce que depuis 1 an, il y a au moins eu 4 ou 5 initiatives de cette nature, et c'est très bien comme ça, parce que ça... voilà, alors je crois que nous, il faut qu'on soit aussi un peu cartésien et qu'on ait toujours en tête que, je vérifiais tout à l'heure, mais le Danemark, c'est exactement le même nombre d'habitants que la région Grand Est, par exemple, bon, 14 super hôpitaux dans la Grand Est, bon, c'est moins qu'aujourd'hui, mais c'est pas non plus, c'est pas de 1 à 10, c'est peut-être de 1 à 2 ou de 1 à 1,5, mais enfin bon, voilà. Le deuxième commentaire que je ferai à Luc, c'est qu'il s'en souviendra malheureusement, c'est qu'on a travaillé ensemble il y a un peu plus de 20 ans, y compris dans son département. On a fait évoluer à l'époque. Le problème, c'est que depuis 2003, rien n'a changé. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout évolué. Et donc, il y a eu certains moments en France où il y a eu des transformations pour des raisons, au moins 2 raisons, des raisons institutionnelles où il y a eu des créations intelligentes comme celle des ARH. Je précise bien des ARH et non pas des ARS. Et puis deuxièmement, aussi peut-être un casting qui était un peu différent de celui qu'il était, qui est différent aujourd'hui de celui qui était à l'époque. Une question quand même, et Franck verra que je suis un peu obsédé sur cette question, mais est-ce que au Danemark, la coexistence de 2 statuts comme on a chez nous
aussi séparés, c'est-à-dire libéraux d'un côté et hospitaliers de l'autre? Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que finalement le médecin se sent avant tout médecin avant d'être porteur d'un statut? Ça, c'est ma question. Et puis la suggestion, par rapport à la transformation dont chacun a parlé, je crois que ce que ferait l'Alliance de très bien et ce que feraient les ambassadeurs du Danemark, bon, on en a un, bon, je ne sais plus s'il l'est toujours, mais qui est maintenant conseiller auprès des premiers ministres, mais c'est de travailler nos élus locaux, c'est-à-dire qu'il y ait des contacts entre les élus des régions, les élus des communes et de ceux du Danemark et de ceux de France. C'est ça qui ferait, à mon avis, qui pourrait faire un peu changer les choses, beaucoup plus que les experts, s'ils veulent bien ils connaissent, on a accès aux données, tandis que les élus, moi j'ai connu des élus qui ont connu des transformations importantes de leur offre de santé dans leur commune et il y en a peu, mais il y en a quand même, qui s'en sont effectivement très bien portés et qui l'ont, mais en général, malheureusement, et aujourd'hui peut-être encore plus qu'ailleurs, plus qu'à d'autres époques, le populisme et le brandir des étendards pour défendre tout et n'importe quoi, c'est quand même la première des politiques qu'on propose à tous nos citoyens. Voilà, merci. Une question et une suggestion. Une question sur le statut et une suggestion sur un travail auprès des élus réciproques dans les deux pays. Qui veut répondre sur le statut? Alors, je ne suis pas du tout une experte sur les statuts, surtout pas en comparaison. Mais alors, au Danemark, il n'y a pas vraiment un statut différent entre les médecins. A priori, c'est ce qui change tout. Il n'y a pas les fonctionnaires d'un côté et les libéraux de l'autre. A priori, ils sont tous libéraux. Ensuite, leur lieu d'embauche est différent. Donc, c'est effectivement très difficilement comparable, je pense. Ouais. Ensuite, j'espère qu'ils se sentent tous médecins avant tout. Ça, c'est bien sûr le grand défi. Et puis, par rapport à votre idée des échanges entre les pays, oui, pour nous, c'est effectivement ce qui est le plus important pour tout le monde, aussi pour les Danois, d'apprendre des merveilles du système français, parce qu'il y en a. Donc, du coup, on organise très régulièrement, comme vous le dites, soit les interventions ici en France, ou l'inverse, des personnes de France qui viennent au Danemark pour se rencontrer au niveau élu, au niveau clinicien, au niveau patient. Merci. Et si je peux me permettre, Olivier, aussi au nom de l'ambassade du Danemark, juste de rajouter que c'est vrai qu'au Danemark, les médecins généralistes sont des spécialistes aussi. Donc, c'est le statut de spécialiste. Merci Annette pour cette précision. Oui, c'est tout à fait important. Alors, il nous reste 10 minutes, on va dire. Est-ce que, éventuellement, Gérard, Richard et Jean, vous pouvez poser vos questions l'une après l'autre? On va prendre les 3 questions en même temps pour que... Premier, Gérard. Oui, ce que je voulais dire, j'ai été extrêmement intéressé par ces présentations et notamment, je vais rester uniquement dans le domaine de la prévention, bien que j'ai écrit il y a longtemps « La France malade de sa santé », ce qui était déjà prémonitoire de la situation dans laquelle on est actuellement, qui est plus qu'inquiétante. Alors, le fait d'associer les différents partenaires, y compris industriels, m'a toujours intéressé. C'est ce qui a été fait longtemps avec la grippe et n'est plus fait actuellement, avec une baisse d'ailleurs de la couverture vaccinale. C'était la même chose, y compris avec l'OMS dans la lutte contre le tabagisme, où les industriels pharmaceutiques liés au traitement de la dépendance au tabac étaient associés de manière tout à fait naturelle. Et un des points importants, c'est que tous les industriels concernés par le sujet étaient associés, ce qui fait que ça n'avait pas de connotation de compétition commerciale. Et le point sur lequel je voulais insister, c'est que, comme vous l'avez dit, ce sont les maladies non transmissibles ou maladies chroniques qui sont actuellement la préoccupation principale de l'OMS, et c'était un point voté par l'Académie de médecine il y a déjà quelques années.
Et les dénominations, c'est aussi pandémie industrielle. Alors là, ça commence à être un peu chatouilleux comme dénomination, mais c'est une dénomination qui n'est pas de moi, mais que j'avais l'habitude de reprendre. Et on voit apparaître des dénominations comme pandémie commerciale. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a une certaine réticence à aborder les deux premières causes de ces maladies non transmissibles, c'est le tabac et l'alcool. Et donc, dans cet environnement industriel, il y a une industrie du tabac qui est une industrie quasi mafieuse, l'industrie de l'alcool qui est en train de basculer plus ou moins rapidement dans la même direction avec, disons, des intérêts économiques qui font dépasser les intérêts sanitaires purs. Et il y a on s'aperçoit que dans le domaine global industriel, il y a une certaine réticence à attaquer une autre industrie quand on travaille dans un domaine. Alors ça m'a toujours un peu étonné parce que chaque fois que j'ai parlé publiquement, par exemple sur l'industrie du tabac, quelqu'un dans l'assistance parle de l'industrie pharmaceutique. Et je suis amené à défendre l'industrie pharmaceutique en disant l'industrie du tabac est faite pour tuer les gens. À ma connaissance, l'industrie pharmaceutique plutôt pour les empêcher de mourir. Bon. Et je suis assez étonné, c'est ma question en fait, par le fait que l'industrie pharmaceutique ne me semble pas avoir une stratégie d'ensemble pour son image. Je ne parle pas seulement d'image au sens publicitaire, hein, mais vraiment globalement, c'est ce à quoi je peux assister dans le cadre où j'interviens dans le domaine de la prévention, où j'ai attaqué des industries qui sont ou franchement hors ligne ou borderline. L'industrie pharmaceutique, pour moi, globalement, n'est pas dans ce cadre, mais elle est dans l'esprit des Français associés. Et on a vu pour les vaccins, par exemple, des remises en cause, des intérêts financiers. Est-ce que le vaccin réellement est dangereux? Est-ce qu'on ne nous cache pas les choses pour les intérêts financiers? Vous voyez, ce genre de raisonnement souvent absurde, hein, mais qui correspond globalement à l'image globale de l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est dans ce sens-là que ma question, si vous voulez, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie d'ensemble pour pouvoir être membre avec les associations, avec les experts et être considéré comme un membre normal, ce qui n'est pas le cas en France? Question de Richard Zarzabadjian. Bonjour à tous, merci pour ce café. J'ai une question courte. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? J'ai une question qui me passionne, c'est celui de la prévention. Étienne, vous en avez parlé tout à l'heure. Je reviens de Guadeloupe, où j'ai animé une série de conférences sur la sédentarité et le sport santé avec le professeur François Carré, que vous connaissez, et on s'est aperçu qu'en Guadeloupe, il y avait vraiment une situation de département sacrifié en termes de prise en charge de l'obésité et de prévention. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que l'on pourrait utiliser justement dans la prévention au Danemark, qu'on pourrait utiliser en France pour gérer ce problème de l'obésité. Jean? Oui, moi, c'est plus une remarque et rassurez-vous, ça va être bref, mais je vais commencer par une analogie culinaire, c'est-à-dire que quand on dit que en France, ce qui est celle de la blanquette de veau, donc si en France on a de la viande de veau, si on a des carottes, si on a de la farine et si on a des navets, c'est pas pour ça qu'on a une blanquette. Bien. Donc le sujet, à mon avis, c'est comment simultanément change-t-on de système. Et à mon avis, il faut agir sur 4 dimensions qui sont celles du Danemark. Alors la première, c'est les systèmes d'information. Donc, comment peut-on modifier notre réglementation nationale sur la CNIL, de la CNIL sur l'accès des données de santé, parce que nous avons les données. Les données hospitalières, c'est celles du PMSI, le SNIRAM, donc on a les données, simplement on s'interdit de les utiliser. Comment peut-on agir collectivement? Et ça, c'est à nous tous ceux qui nous regardent, là je parle aux Français, d'agir avec Guy Valencien qui dit ça comme moi depuis au moins 30 ans, bien expliquer aux Français que beaucoup d'hôpitaux sont dangereux, qu'il est très dangereux de s'y rendre et qu'il est absolument nécessaire pour la santé des Français de modifier la carte hospitalière. Le troisième, c'est de trouver un système qui convienne de l'organisation de la médecine libérale
et de faire en sorte vraiment cette fois, et pas seulement symboliquement, que nous formions nos médecins d'abord pour former des généralistes et que les spécialistes, c'est plutôt l'exception. Donc, je crois qu'il nous appartient, et voyant et fréquentant d'un peu trop près récemment les hauts fonctionnaires de la sécurité, de l'assurance maladie, comme ceux du ministère de la Santé, je ne pense pas que ça viendra d'eux. Ça ne viendra sûrement pas des politiques, pour des raisons simples, c'est qu'ils ont autre chose à faire et ils n'ont pas l'idée du système. Donc, mes amis, au boulot, et essayons de travailler à un système. Alors, je pense que c'est une révolution comme Franck, qui soit cohérent. Et pour qu'il soit cohérent, on est obligé d'agir sur ces 4 dimensions. Alors, Christina, tu m'excuseras. On n'aura pas le temps de tout traiter autrement. Il est déjà 59. Si on reste sur nos 3 premières questions, celle de Richard et celle de Jean, qui veut répondre à ces questions? Questions sur la prévention, sur la moi, je veux reconnaissance bien de démarrer l'industrie peut-être pharmaceutique. je veux bien démarrer sur celle de Richard, puisqu'on est dans la dernière minute. Donc, toute la partie, comment faire en sorte qu'on puisse prévenir l'obésité, hein. C'était ça la question de façon directe. Et je pense que c'est intéressant justement de voir comment on peut dépasser en fait les rôles des uns et des autres. L'exemple de Cities for Better Health à Strasbourg est intéressant, dans le sens où on est 14 acteurs. La première chose, c'était de cibler l'action. Donc sur Strasbourg et l'Eurométropole, c'est avec l'Observatoire régional de la santé et l'hôpital, on a aussi réfléchi à où cibler l'action. Et ensuite, de voir qui on mobilise pour conduire l'action. Donc il y a cibler l'action, conduire l'action. Les 2 niveaux d'action qui ont été envisagés, principaux en tout cas, sont les enfants à la précarité. Et donc, nécessairement, quand on a identifié ces 2 leviers potentiels pour enrayer le développement de l'obésité et du diabète, évidemment, on met la Fédération française des diabétiques autour de la table, on met les fédérations françaises des banques alimentaires autour de la table. Donc, la question, c'est comment on se coalise pour atteindre un objectif commun. Et derrière, de faciliter. Alors, la ville aide avec des tiers-lieux, les associations santé, sport sur ordonnance, ciel bleu et tout ça, mettent à disposition des éducateurs pour pouvoir former les enfants et les aider aussi, aussi même sur des temps d'écran, sur des choses comme ça, pendant l'heure du midi. Et donc, on essaye de prendre le problème de façon ciblée, coalisée et de façon systématique, dans le sens où on va essayer de couvrir le système. Qu'est-ce qui manque dans ces territoires-là pour pouvoir réussir à ces programmes de prévention. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui sur ces 6 territoires, donc sur les 30 communes, on a aujourd'hui, donc sur ces 6 territoires, 1000, 1100, 1200 enfants qui sont dans ces programmes et qui reviennent tous les 3 ans. Et puis on va mesurer cette année, en fait, on va mesurer l'impact. Parce que ça, c'est le point le plus important, c'est de se dire, OK, est-ce que nos interventions ont fait sens? Est-ce que ça marche? Et ensuite, on traverse des plafonds de verre, hein, si je peux juste rajouter ça. Par exemple, quand on envisage de mettre des serres connectées dans les écoles de ces territoires-là, par exemple, il nous a fallu 2 ans pour convaincre les différentes autorités qu'on pouvait mettre une serre dans une école de façon à pouvoir manger des choux, des carottes. Je reviens sur la blanquette de veau de tout à l'heure, pour pouvoir manger des choux, des carottes et tout ça, et qui soit cuisiné par l'opérateur qui fait la cuisine dans ces collèges et lycées-là. Et l'excédent les enfants repartent avec pour les amener chez leurs parents. Donc derrière, on enclenche un cercle vertueux et tout le monde dans ces coalitions avec 14 acteurs, on a tous signé un contrat de façon à ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que derrière, bien voilà, les contributions des uns et des autres, moi, des contributions de construction, d'autres de maintenance et ainsi de suite. Donc là aussi, moi je suis très sensible au bon sens paysan. Pour moi, ça il ressemble vraiment et ça peut marcher. Alors la question, c'est quel va être le niveau d'impact. Voilà, et ça, on pourra vous répondre, Richard, d'ici quelques temps. On est en train de faire les mesures d'évaluation à l'heure où on se parle. Alors, sur la reconnaissance de l'industrie pharmaceutique, Magali? Alors, peut-être. Alors, moi, j'avais plutôt la question sur les systèmes d'information et sur les différentes thématiques, si je peux me permettre de répondre à celle-là.
qui était la dernière question, et sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il y a un exemple danois dont on a parlé tout à l'heure, qui est le numéro d'identification unique, qui permet en fait aux différentes bases de données du Danemark de communiquer entre elles. Donc en fait, le Danemark a créé des registres finalement de données de santé avec des pathologies, et grâce à ce numéro d'identification unique, en fait, ça permet de connecter les différentes bases entre elles. Et donc ça, c'est quelque chose qui serait effectivement important de pouvoir mettre en place en France, de façon à pouvoir faire connecter et harmoniser ces bases de données patients, pour développer des interfaces entre les plateformes numériques de santé. Mais ça a été évoqué dans la question, c'est un point absolument clé pour pouvoir avancer dans la prise en charge des patients, dans leur prise en charge globale, tout au long de leur parcours de soins, et pouvoir identifier la gestion des ressources, les besoins de satisfaction des patients en termes de qualité des soins. Et ça a été évoqué aussi sur les cartes hospitalières et la prise en charge des hôpitaux. Effectivement, et je l'ai mentionné également, les PROMS et les PRUMS sont absolument indispensables pour pouvoir évaluer la qualité des soins. Et à partir de cette qualité des soins, cela permet d'identifier le parcours patient. Donc oui, ce sont des choses sur lesquelles l'Alliance travaille et fait des recommandations. Et on a effectivement à s'inspirer du Danemark sur ces sujets-là, en fait. Sur la stratégie d'ensemble de l'industrie pharmaceutique, peut-être que Étienne, tu serais plus à même de pouvoir répondre à cette question-là, si tant est qu'on puisse vraiment Non, la y question, répondre. et peut-être que c'est un mot d'ouverture, Olivier, pour les prochains Café Nil, c'est Oui. on est tous dans la santé, on est tous pour la santé, et que la santé ne se limite pas aux soins, mais démarre par la prévention. Et c'est l'affaire de tous. Et les rassembler, c'est plus important aujourd'hui pour créer quelque chose de nouveau, plutôt que d'être dans des chacun son territoire, et chacun a raison dans son territoire, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que c'est collectivement qu'on peut créer une nouvelle matière. Et c'est ça ce que j'apprécie, en tout cas, dans le travail que l'on fait au sein de la coalition, collectivement, et puis aussi, encore une fois, dans l'expérience qu'on peut vivre quand on est au Danemark, c'est de voir qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire de statut, il n'y a pas d'histoire est-ce que tout le monde doit faire ce que fait tout le monde? Non, c'est une répartition des tâches, une répartition des rôles. Il n'y a pas de statut, et derrière, on veut avancer. Et tout ça, c'est promoteur d'une meilleure santé. Tu sais que ça fait partie de l'ADN de Nil que de faire en sorte que tous les acteurs travaillent ensemble. Et donc, c'est un langage que j'entends bien. Écoutez, je trouve qu'on a passé un moment passionnant. On a encore appris des choses sur le Danemark. On a absolument besoin, de diffuser les informations que vous avez sécrétées tout au long de ce Café Nil au plus grand nombre. Nous, de toute façon, on va bien entendu s'en charger. On va diffuser le manifeste que vous avez écrit. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est de voir comment cette réforme du système de santé, cette réforme permanente du système de santé danois, impacte sur la qualité de vie et de soins des populations. Et en espérant que la France ouvre un peu les oreilles et se comporte avec créativité et curiosité par rapport à tout ce que vous nous avez montré. Voilà, c'était pour tout ça pour vous remercier. Juste une petite annonce. Je parlais de One Health dans la discussion, on parlait de transition écologique. Et mercredi prochain, Café Nil avec Benoît Vallée, donc, qui est le président de l'ANSES et qui est en charge justement de la coordination de tout ce qui concerne une seule santé au niveau du pays. Donc, on aura encore à voir comment on peut travailler ensemble pour obtenir cet objectif qui est absolument prioritaire, qui est celui d'avoir une santé intégrée, que ce soit la santé environnementale, la santé animale ou la santé humaine. Voilà, merci à vous, merci beaucoup, et à très très vite pour un prochain Café Nil. Et on continuera à suivre l'exemple danois et à informer sur cet exemple danois tous les acteurs de santé de la France. Merci encore. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée. Merci. Au revoir.